la littérature jeunesse est un bouquet de fleurs pour les enfants, une merveilleuse façon pour les jeunes lecteurs, les jeunes lectrices, d'entrer dans le monde merveilleux de la littérature. Je parle du roman jeunesse, de la poésie jeunesse, mais également du récit jeunesse en général. Nous l'avons dit, nous allons dédier une série d'émissions à la littérature jeunesse, aux auteurs de littérature jeunesse, ceux qui permettent à ces jeunes enfants d'entrer dans l'univers de la littérature. D'ailleurs, aujourd'hui, nous recevons Kek Sambarafo qui publie Pigban, l'enfant formidable. C'est tout à l'heure dans le décryptage. Kek Sambarafo, oui. Pigban, c'est évidemment l'histoire de Pigban, oui. Un enfant formidable, un enfant qui a des super pouvoirs, on le découvre lorsqu'on le lit, oui. Et un enfant qui prend conscience du besoin d'unité dans sa famille, dans son village. Mais au-delà, avant de parler de Pigban, oui. On se rend bien compte que pour les auteurs de littérature jeunesse, on en a parlé avec Séverin Boitini que nous avons reçu ici, il y a ce besoin de partir puiser dans les ressources du conte afin d'écrire leur récit jeunesse. Pourquoi ce besoin-là? Bon, ici, pas forcément, mais je voudrais expliquer ceci. Comme nous sommes d'une certaine époque, il y avait ce qu'on appelait les fables, les contes effectivement, autour d'un feu. Le conte est dit et à la fin, il y a une moralité qui en découle, qui oriente l'enfant, qui prend conscience que s'il adopte un tel chemin, la finalité, voici ce qu'il attend. Du coup, c'est une formation depuis le bas âge. Mais ici, c'est une histoire quand même réelle, quelque part. C'est une histoire réelle? Oui. Qu'est-ce qui est réel dans cette histoire? Un enfant de 8 ans qui devient chef de village, oui, qui a des super pouvoirs. Oui. On ne va pas dévoiler l'intrigue du récit, mais qui va se battre avec sa grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a de réel dans ce conte ou dans ce récit jeunesse? Oui. C'est d'abord l'idée de donner une leçon de morale à cette grande famille, sans toutefois expliquer le contenu. Il ne faut pas expliquer, voilà, parce qu'on imagine que les lecteurs accourront vers les librairies pour s'offrir ce livre, donc on va rester sur la dimension réelle. Je veux dire, qu'est-ce qui est réel dans ce conte qui n'a visiblement rien de réel? C'est l'idée d'unifier la famille. L'idée d'unifier la famille, l'esprit de répandre la solidarité, l'esprit de solidarité. On va dire que c'est la dimension morale du récit. Oui, effectivement. Très bien, on revient donc vous voulez dire que le conte permet d'apporter une dimension morale à l'écriture d'un récit jeunesse. Oui, ça, je partage cela entièrement. Et pourquoi ce besoin de moraliser la jeunesse? Voyez que c'est sur la jeunesse que l'avenir repose. Il faudrait que cette jeunesse soit véritablement éduquée, formée. Et une société sans morale risque d'aller à volo. Ça, c'est une réalité. Mais les réalités d'aujourd'hui font que même le chef de famille n'a pas le temps de s'asseoir avec les enfants. Parce que le monde du travail lui occupe tout le temps. Et à travers cette œuvre, nous disons que nous contribuons ainsi à la formation et à l'éducation des enfants à notre manière. À votre manière, vous l'avez dit, et c'est réalisé avec brio. Pigban, je veux parler encore de cet enfant qui captive l'attention. C'est vrai que les auteurs de contes, on sait que le conte, c'est le domaine du fantastique, du merveilleux, des scènes un peu difficiles à croire, mais c'est le conte, on n'y peut rien. Dans un conte, un lion peut être ami avec une tortue. Ici, on a un enfant prodigieux, exceptionnel, qui est chef de village à 8 ans et qui a un enfant à 8 ans. Comment est-ce possible, même dans un conte? Et pourquoi avoir songé à ce type d'attitude pour un enfant? Oui, tout est, comme on le dit, tout est Dieu. L'enfant peut être consulté. Il peut avoir un chef de famille, mais l'enfant, de par ce don qu'il a reçu, peut être consulté. Et effectivement, Pigban, à cet âge-là, était souvent consulté. C'est pourquoi je dirais tantôt, l'histoire est une réalité, réelle. Alors, c'est déjà arrivé chez la Jiminy qu'un enfant soit chef de village? Non, pas tout à fait. Je vais parler de cette consultation d'un tout petit que soit. D'ailleurs, il attend à être chef, mais de par son âge, c'est quelqu'un qui joue ce rôle-là en attendant qu'il devienne majeur. Mais il est consulté dans la maison avant d'aller sur la place. Est-ce que vous ne trouvez pas que même pour un conte, c'est un peu exagéré d'être dans un village d'adultes, des gens expérimentés, qui ont du vécu, comme on le dit, qui ont de la bouteille, et voir un enfant de 8 ans devenir chef de village? Oui, on dit quoi que il y a quelqu'un toujours d'adulte qui attrape cela. Il dit quoi? L'enfant, tôt ou tard, c'est lui qui est destiné à devenir chef du village. Et il y a un adulte déjà qui joue ce rôle de chef du village. Mais lui, il est toujours là, il a une place spéciale. Voilà. Et c'est une formation jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Donc pour nous déjà, à cet âge-là, il est chef du village. C'est lui qui est le chef du village. Quand même qu'ils ne sont pas convoqués,
S'il doit sortir, c'est l'adulte qui s'en va. Mais c'est lui qui demeure le chef du village. Quand il sera grand, on lui donne le trône ou le fauteuil. Sauf que là, Pigban c'est pas un adulte, mais il est clairement chef du village. Voilà. Alors, il y a un passage qui est très clé dans le récit, c'est le moment où Pigban décide de réunir sa famille afin de présenter son désir d'union. Je lis un extrait. Pigban dit « Cependant, nous, vos enfants et petits-enfants, mon désir le plus cher est que nous nous entendions parfaitement. Et pour que nous arrivions à nous connaître et à nous entendre véritablement, c'est vous, chacun et chacune, surtout les grands-mères et les mamans, dans les différentes maisonnées qui devriez nous inculquer cette valeur. Aussi, c'est vous qui devriez nous enseigner l'amour, la dignité et l'honneur de la famille Seyala. » Est-ce qu'ici, on n'a pas une inversion de valeur? C'est normalement un discours que doit tenir un adulte à un enfant. Et là, on a un enfant qui réunit sa parentèle, principalement des personnes très âgées, on parle de grand-mère, et qui leur tient ce discours-là. Est-ce qu'on n'a pas une inversion de valeur? Non, ça paraît paradoxal, mais j'insiste encore que cela a été une réalité. À cet âge, effectivement, cet enfant a réussi à réunir... Quand vous dites réalité, Pigban a existé? Pas sous le nom Pigban. Ça nous intéresse. Alors, c'était qui Pigban? C'est qui parce que là, on a la mise en fiction de Pigban. On apprend maintenant que Pigban a existé sous un autre nom. C'était qui Pigban? C'était vous? Bon, pas cela, mais l'enfant d'une famille, en réalité, qui a réussi à cet âge-là à convoquer cette réunion. Et cette réunion a eu lieu. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas imaginé. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cet enfant? Pour le plaisir des spectateurs. Hein? Ce serait bien, mais à une autre occasion, je pense que tout ne s'explique pas. Quand c'est une œuvre écrite, le lecteur... Pourquoi est-ce que les écrivains ivoiriens ont si peur de nommer les sources, les origines de leur inspiration? Pas bien grave. Donc on revient. Donc, ici, on ne pourrait pas parler d'inversion de valeur. C'est normal pour un enfant, lorsqu'il y a une crise dans une famille, de faire appel aux personnes âgées et leur parler. Très bien. Alors, là, il y a une question qui vient, je pense qui anime tout lecteur. D'où vient la sagesse légendaire de Pigban? Pigban a mal. Et il regarde autour de lui, sa famille est nombreuse, mais il n'y a pas d'attente. Comme je le disais, le don est donné par Dieu. Il y a des choses difficilement explicables. Je crois que c'est un tel cas. Il est né et il a eu donc cette sagesse à cet âge-là. Et il l'a mise en œuvre pour réussir à souder sa famille, à l'unir autour de ces valeurs-là. Voilà. C'est un don de Dieu, tout simplement. C'est un don de Dieu. Et que pourrait symboliser le personnage de Pigban, aussi bien dans le récit que si on devait l'étendre à toute la Côte d'Ivoire? Il pourrait symboliser quoi, Pigban? L'innocence, l'intelligence, la sagesse, l'impertinence aussi, parce que c'est un enfant qui parle comme ça, qui tient ce discours à des adultes. Il faut dire, Pigban a un caractère, il est beaucoup humble. Donc l'humilité. Observateur et conciliateur. Quelle que soit la situation, Pigban voudrait qu'on garde toujours le calme pour chercher la solution. Pour parler de la nation, comme je l'ai dit, partout il y a un Pigban. À tous les niveaux, il y a un Pigban. Qui n'est pas forcément un enfant. Pas du tout. Voilà. Mais ici, c'est un enfant, mais à tous les niveaux, il y a un Pigban, capable de décanter une situation. Alors, en arrière-plan, est-ce que, lorsqu'on prend la scène de Pigban devant l'assemblée des personnes âgées de sa famille, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est l'enfant qui devient l'adulte et les adultes qui deviennent des enfants? Bon, surtout que si c'est un don, l'enfant, il demeure enfant, mais du point de vue sagesse, étant donné que c'est un don... Il est plus sage que les personnes âgées, donc il devient l'adulte et les enfants. Voilà, cela. Très bien, voilà. On en reparlera dans pas très longtemps. Merci. On va recevoir quelqu'un qui a lu le livre et qui meurt d'envie de vous poser des questions. L'instant lecteur. Le récit jeunesse est un genre qui fascine aussi bien les jeunes lecteurs que les lecteurs adultes. D'ailleurs, nous avons grand plaisir à recevoir à nouveau un lecteur que nous avions reçu par le passé dans une autre émission, Richard Hano,
Bonjour Serge. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes déjà venu à Entre les lignes. C'est bien ça. Et vous revenez à nouveau. Oui. D'où vient le besoin de revenir parler d'un livre? Ça fait toujours plaisir de croiser les auteurs. En tant que producteur-réalisateur, vous savez que c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce qui a inspiré ces personnes-là écrites pour que nous aussi on puisse derrière peut-être mettre cela en scénario. Très bien, et croyez-nous, c'est également un plaisir de recevoir ici des lecteurs qui vont et qui reviennent. On espère que les autres feront comme vous. Aujourd'hui, on parle de Pigban, enfant formidable. Eh bien, l'auteur est devant vous et il a votre question. J'ai très bien apprécié votre ouvrage. Merci. Et j'ai une question. Quelle est la morale de cet ouvrage Pigban? Comme l'adage le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Vous voyez qu'à cet âge, non seulement il est devenu Pigban, chef de famille, mais chef de village. Il a réussi à unifier la famille qui était vraiment disloquée. Là, il est à saluer. Et c'est un exemple à copier pour la société. C'est un exemple à copier pour la société, vous l'avez dit. Oui. Et on vous croit parce que Pigban est absolument et incroyablement formidable. Merci. Richard Hano, merci. Merci, moi Serge. N'hésitez pas à revenir, pas pour cette saison, ça en fera trop, peut-être pour la prochaine saison. Pas de souci. On espère pour parler peut-être de théâtre, de poésie, de roman, en attendant pour nous de lancer la question selfie. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Sephora. J'ai lu l'œuvre de M. Sang Barafo et j'ai une question à poser. Est-ce qu'un enfant normal de 8 ans peut avoir aussi un enfant de 8 ans? Merci. Oui, je pense qu'il est possible qu'un enfant de 8 ans ait un enfant. Lorsqu'on devient chef de famille, tous les enfants, tous les membres de la famille constituent pour chacun un enfant à ce chef de famille, quel que soit son âge. Fort de cela, je soutiens mordicus qu'un enfant de 8 ans peut avoir un enfant. Pourvu qu'il soit, comme le dit l'œuvre, le chef. Voyez que dans notre vie, ce n'est pas forcément le plus âgé qui devient le chef, qui sait diriger. Et quand vous dirigez, tous ceux qui sont sous vos ordres sont vos enfants. C'est dans ce contexte et cet esprit qu'il faut comprendre que Pigban ici a un enfant. Il a même plus d'un enfant. Je voudrais donc inviter tous les chefs de famille comme Pigban à demeurer dans cette dynamique. Tous les chefs de famille à demeurer dans cette dynamique. Alors, vous voulez dire que les chefs de famille doivent accepter que certains enfants aient des enfants, pas au sens de procréateur, Pas du tout. donc de géniteur, Effectivement. mais une sorte de figure symbolique, de figure paternelle symbolique. Tout à fait. Est-ce qu'il serait possible pour deux enfants du même âge, même si l'un est plus sage, que le second respecte le premier? Imaginons deux enfants de 8 ans, donc Pigban qui a 8 ans et qui a un enfant qui a 8 ans. Y a-t-il possibilité que les deux se respectent? Oui, l'autre, comme je l'ai dit, au départ, le don dont il a bénéficié, la grâce divine, il pourra mieux comprendre son camarade de 8 ans, de promotion de 8 ans. Et comme il est destiné à diriger, il ne fera que surprendre la société en se maîtrisant face aux caprices de l'autre. Parce que l'autre demeure enfant. Mais le chef de 8 ans, Il n'est plus un enfant. n'est plus un enfant. Et là, ça pousse à poser une autre question. Ok. Un enfant qui devient chef, il perd son statut d'enfant. Oui. Il perd son innocence. Il devient adulte un peu trop vite. N'est-ce pas négatif pour lui-même d'être devenu adulte sans avoir passé par les étapes par lesquelles il aurait dû passer pour devenir un adulte, par l'expérience qui forge l'âge adulte? Oui, ce n'est qu'un sacrifice. À tous les niveaux, il y a des sacrifices. Trop il jeune, aura hein? sacrifié. Oui, il aura sacrifié ce temps de jeunesse. D'apprentissage. Ou d'apprentissage, mais on pourrait le dire. C'est un sacrifice. Voilà. Au bout de l'effort, il y a un sacrifice à faire. Il n'a pas bénéficié de ce temps dont il devait jouir avec tous ses camarades de promotion de cet âge, mais la vie de la société importe plus. C'est pourquoi ce sacrifice, je pense qu'il est divin. Il est divin. Alors, allons à la dernière page de ce récit de jeunesse, la dernière phrase surtout, je vais la lire. Par ailleurs, à chaque époque, et face à une injustice d'une certaine dimension et nature, Dieu a toujours suscité un Pigban. Monsieur Sang Barafo, qui est le Pigban de notre époque en Côte d'Ivoire? Je le disais qu'à tout moment, il naît des Pigbans.
Le pigment de notre pays, c'est celui-là qui est humble, qui accepte... Comment s'appelle-t-il, monsieur Sangbarafo? Il doit avoir un nom. Il s'appelle l'humilité. Ah, ok. Donc, pour une fois, le pigment, ce n'est pas une personne, c'est une valeur. Oui, il s'appelle l'humilité, l'acceptation de l'autre. Vous arrivez à le faire, vous êtes un pigment. C'est une façon bien astucieuse d'échapper à la question. Merci. Alors, très bien. Est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui vous ont influencé? Un seul. Un seul. Que vous avez envie d'écrire, par exemple, ce livre? Pas forcément ce livre, mais envie d'écrire. Là, il y en a eu. Henri Lopez. Henri Lopez, brillant écrivain congolais. Oui, à travers son œuvre, son recueil de nouvelles tribaliques. Cela m'a marqué. Et mon enseignant de français l'a tellement bien expliqué. Cela m'a marqué et m'a donné envie d'écrire. Envie d'écrire, très bien. Ici, à Entre les lignes, nous rendons hommage toujours à de grandes figures de la littérature africaine et mondiale, les grandes plumes. Né d'un père congolais et d'une mère centrafricaine, formé en France et aux États-Unis avant de devenir professeur de chimie à Brazzaville, Emmanuel Dongala est le principal animateur du théâtre de l'Éclair. Il vit l'essentiel de son existence au Congo-Brazzaville jusqu'à son départ forcé au moment où, plongé dans des luttes fratricides, son pays bascule dans le chaos à la fin des années 90. En 1997, ce sont les États-Unis qui l'accueillent, lui offrant un poste à l'université grâce au mouvement de solidarité organisé par ses amis, notamment l'écrivain Philippe Roth. Emmanuel Dongala est aujourd'hui professeur de chimie et professeur de littérature africaine francophone au Bard College at Simon Rock dans le Massachusetts. Il reçoit le 2 novembre 2010 le prix Virilo et en 2011 le prix Amadou Kourouma pour son roman photo de groupe Au bord du fleuve paru chez Actes Sud. Jazz et vin de palme, Johnny Chien Méchant, tellement de romans, tellement de nouvelles, tellement de livres très bien écrits par Dongala, un auteur qui fascine, qui continue de fasciner de nombreux écrivains, dont vous, j'imagine. Oui. Quel est le livre préféré de vous, écrit par Dongala? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le recueil de nouvelles. Donc on va dire Jazz et vin de palme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce recueil de nouvelles qui vous a tant marqué? Il y a d'abord le député Ngwaku Ngwaku, qui m'a marqué. Oui. Et je crois que c'est un Mbouloukoué qui a pris un avion depuis l'Europe un matin. Donc il attendait à arriver en Afrique le soir. Il a vu le matin, c'est un matin encore en Afrique. Mais la particularité, c'est que au lieu que ce soit les hommes qui soient levés tôt le matin, c'était plutôt des femmes avec des moutettes vraiment occupées. Et cela a été tellement expliqué, j'ai dit bravo aux femmes africaines, à la femme africaine. Bon, ma nouvelle préférée, c'est celle d'Augustine Amaya, l'histoire d'Augustine Amaya. Oui. Très belle histoire, en hommage à toutes les femmes qui se battent pour leur progéniture, pour la société. Très bien. Alors, ce récit jeunesse, c'est bien vrai, mais c'est également un éloge à la culture djimini. Oui. Pourquoi vouloir rendre un hommage à votre culture? Il y a tellement de cultures en Côte d'Ivoire, oui. La culture Abé, Baoulé, Bété. Pourquoi la culture djimini? Parce que c'est la vôtre. Vraiment. Et cela m'a marqué. Je suis djimini, originaire d'Abakala, le joli petit village Niéméné. Joli petit village, c'est vous qui le dites, on va vous croire. On salue tous les lecteurs de Yéméné. Vous dites de Yéméné, n'oubliez pas de venir nous rejoindre ici pour participer à l'émission. Merci. Il faut dire que tout petit, moi-même, j'ai aimé la culture et je suis depuis 2004, président d'une ONG culturelle. J'ai fait la promotion de la culture. Et c'est pour encore un autre accomplissement que je me suis exercé à produire cette œuvre-là. Pour moi, la culture, c'est celle-là même qui fait voyager, qui fait connaître l'homme,
qui fait connaître la société. Je crois qu'un peuple sans culture est un peuple qui, vous allez me prêter le mot, c'est Amadou Hampâté-Bâ qui le disait, un peuple sans culture est un peuple sans repère. Et je pense que pour moi, le Djimini doit avoir un repère. Il en a de manière modeste, humble. C'est une contribution. C'est ma contribution à ce que tous nos aînés ont déjà fait, tous nos dévanciers ont déjà fait dans la culture Djimini. Je les salue au passage et c'est ma contribution à ma manière. Je les salue. Je ne vais pas les citer nommément, mais je le réitère que c'est ma modeste contribution. Et je lance l'appel à tous les cadres Djimini d'aider vraiment tous les artistes confondus pour promouvoir la culture Djimini dans sa totalité. Grand passionné de la culture Djimini, de la culture en général, ivoirienne on va dire. Vous êtes chef notable, gardien en quelque sorte de certaines traditions, donc de l'oralité Djimini. Et vous écrivez. N'est-ce pas le signe de l'échec de l'oralité? Pas tout à fait. Une précision, chef notable communautaire. L'oralité, n'est-ce pas même celle-là même qui a fait valeur à l'Afrique? N'est-ce pas cette moralité qui a donné de la valeur à l'Afrique? Alors pourquoi on n'a pas enregistré des contes sur un CD? Pourquoi écrire un livre? Aujourd'hui, cela s'impose à nous. Cette œuvre, par exemple, pour la trame, on pourra pourquoi pas la mimer. Surtout qu'elle n'est pas... La jouer sur scène, la faire enregistrer pour en faire un livre audio. Oui, cela est possible. Mais l'homme ne peut pas tout faire à la fois. C'est un commencement, c'est un début. Je pense que le moment venu, avec vous, nous pourrons envisager cela. Très bien. Alors, Monsieur Kek Sangbarafo, dernière question pour vous. Que peut apporter la littérature à la jeunesse ivoirienne? La littérature peut apporter beaucoup. Parce que, comme je le dis, la lecture déjà nous permet de voyager sans forcément voyager. Sans toutefois se déplacer, je veux bien dire. La lecture ouvre l'esprit, garde l'esprit éveillé. Et donc, il nous faut sensibiliser la jeunesse. C'est notre manière à nous de les sensibiliser. Que la lecture forme, la lecture éduque. À travers elle, on acquiert de nouvelles expressions sur la langue de Molière. Quand nous serons adultes, nous allons nous exprimer avec une certaine aisance face à l'auditoire. C'est là aussi l'un des objectifs. À nous d'encourager nos enfants à la lecture. En tout cas, c'est un combat que moi j'ai mené depuis lors. Je suis à cette étape. Je voudrais qu'on comprenne